Richard Findiquian. Joachim Le Floch-Imad, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes agrégé de lettres modernes et essayiste avec Main basse sur l'éducation nationale, publié aux éditions du Cerf. Vous signez une enquête sans concession sur ce que vous considérez comme l'un des plus grands défis contemporains, la crise de l'école française. Entre chute du niveau, perte du sens de la transmission, violence en hausse et réformes inefficaces, vous dressez un constat sévère d'un système à bout de souffle. Au-delà des ministres qui se succèdent sans vision, c'est un État dans l'État constitué de bureaucrates, de syndicats, d'experts et de lobbies qui dicte, selon vous, ses choix à l'institution. Exactement, j'ai voulu montrer comment sur fond de démission du politique, d'absence de vision de la part des gouvernements qui se succèdent, vous avez un État dans l'État qui s'est mis en place progressivement dans l'éducation nationale et qui prétend soit édulcorer les réformes, soit refuser purement et simplement de les mettre en œuvre et donc qui défie l'autorité du ministre pour dicter à sa place le cap en matière éducative. Et donc j'ai voulu à travers cet ouvrage décrire non seulement la sociologie mais aussi les acteurs de cet état profond et caractériser leurs pratiques. Alors je pense notamment, vous l'avez dit, à ces bureaucrates qui se succèdent indépendamment du verdict des urnes. Par exemple des recteurs qui sont en poste depuis 2016, donc qui ont vu passer 8 ministres différents et qui se sentent tout puissants en comparaison du politique, si vous voulez. Oui. L'État dans l'État, c'est également les pédagogistes qui restent, malgré l'évolution des discours officiels, hyper dominants à tous les échelons de l'éducation nationale. Et je pense notamment aux INSPE qui ont remplacé les UFM et où l'on forme les professeurs de demain, où on leur apprend à ne rien apprendre à leurs élèves avec des formations toujours plus idéologiques. Je donne un certain nombre d'exemples dans l'ouvrage. Guérir de l'hégémonie hétérosexuelle, la nature a-t-elle un genre, queeriser le curriculum. Donc ça, ce sont malheureusement des exemples de formation bel et bien réels dispensés aux professeurs de demain. Et l'État dans l'État, ça va être également les syndicats de l'éducation nationale qui de plus en plus tendent à sortir de leurs prérogatives traditionnelles, donc la défense des intérêts matériels des professeurs, pour aller sur un terrain beaucoup plus politico-idéologique. On l'a vu par exemple au moment où un certain nombre de syndicats se sont opposés à Gabriel Attal et ont refusé de mettre en œuvre l'interdiction de l'abaya. Et enfin, l'État dans l'État, c'est le poids toujours plus grand des juges administratifs et constitutionnels et le poids des associations agréées qui diffusent une sorte de militantisme, de wokisme d'atmosphère dans l'éducation nationale. J'en donne encore une fois de nombreux exemples. SOS Méditerranée, l'Observatoire des inégalités, la Ligue des droits de l'homme, Coexiste, qui a un discours très ambigu sur la laïcité. Et donc j'ai voulu montrer à travers cet ouvrage que si on veut demain redresser l'école de la République et appliquer le cap que veulent des millions de Français, alors il faudra que le politique ait le courage de reprendre la main sur l'État dans l'État. Alors Joachim Le Floch-Imad, vous affirmez que la crise de l'école est avant tout une crise du politique. Est-ce l'absence de vision ou l'incapacité à résister aux pressions des lobbies qui pose problème ? Je pense que c'est d'abord et avant tout l'absence de vision, l'absence de volonté et l'absence de légitimité. Vous avez des ministres qui défilent et qui je crois, s'installent dans un fauteuil bien trop grand pour eux. Je pense à des personnes comme Amélie Oudéa-Castéra ou Anne Genetet, qui sont restés quelques mois à l'Éducation nationale et qui n'avaient jamais eu la moindre réflexion, qui ne s'étaient jamais intéressés à la question de l'école avant d'arriver rue de Grenelle. Et je crois que c'est un problème puisque on a besoin au sommet du ministère d'avoir des idéaux régulateurs, d'avoir une volonté claire pour l'école. Or aujourd'hui, nous sommes très loin de tout ça. On a des effets d'annonce, on a de la communication, on a de la gestion des affaires courantes. Et on le voit par exemple à travers les débats qui sont ceux de cette rentrée scolaire. De quoi nous parle la ministre Elisabeth Borne ? Elle nous parle des quotas filles-garçons en classe prépa, elle nous parle de l'éducation à la sexualité, elle nous parle de la régulation des réseaux sociaux, elle nous parle du rôle de l'intelligence artificielle à l'école. On est très loin, si vous voulez, d'une politique éducative ambitieuse. On se focalise sur l'écume des choses et on oublie de voir l'essentiel. Et c'est pour ça que l'école s'enfonce toujours plus dans la noirceur avec les phénomènes que je décris dans mon livre, l'effondrement du niveau, la montée des incivilités et des violences, le mal-être des personnels éducatifs. Oui, alors oui, justement, vous soulignez la chute du niveau scolaire. Alors quels sont, selon vos recherches, les indicateurs les plus révélateurs de cet effondrement ?
Il y en a de très nombreux. Par exemple, on peut prendre les enquêtes internationales. Si on regarde l'étude PISA, la France est 26e sur 32. Elle a dégringolé de 45 points dans le dernier volet de l'enquête. En mathématiques, l'enquête Teams montre que nos écoliers en CM1 ont un niveau moyen situé entre le Kazakhstan et le Monténégro. En lecture, selon l'enquête Pearls, on est 16e sur 19 dans l'Union européenne. Maintenant, cet effondrement du niveau, ce n'est pas juste une série d'indicateurs quantitatifs, c'est aussi un ressenti qui est celui des personnels éducatifs. 85% des professeurs, selon un récent sondage OpinionWay, disent avoir vu un effondrement du niveau. Et à titre personnel, je l'ai observé là où j'ai enseigné, que ce soit en BTS, en école de commerce, à Sciences Po. J'ai vu des étudiants qui avaient un bac général, mais qui étaient totalement désorientés du point de vue des repères historiques, qui croyaient que Charlemagne était chancelier de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui pensaient que l'Orgueil et préjugés de Jane Austen, ça renvoyait aux croisades du Moyen Âge. J'ai eu affaire à ce genre de phénomènes qui paraissent drôles dit comme ça, mais qui en réalité sont dramatiques et renvoient à un échec profond qui devrait empêcher un certain nombre de nos politiques de dormir. Oui, alors, dans votre livre, vous parlez d'un mépris de la transmission. Alors, comment cette tendance s'est-elle imposée dans les pratiques pédagogiques et les réformes ? On est passé d'un impératif d'instruction à un impératif d'éducation, voire de rééducation. Aujourd'hui, on se préoccupe moins d'instruire et de transmettre des savoirs que de co-construire ces savoirs. Alors, je crois qu'il y a deux lames de fond intellectuelles derrière ça. La première lame de fond intellectuelle, c'est les ravages de la sociologie critique et des idées de Bourdieu. Au nom de la lutte contre les inégalités, on a voulu détruire l'héritage et défavoriser les favoriser en supprimant encore une fois l'héritage culturel, c'est-à-dire le savoir. Je crois que cette vision a été extrêmement délétère depuis la fin des années 60 et on l'a retrouvée notamment à travers la mise en œuvre du collège unique. Et l'autre lame de fond intellectuelle, avant même mai 68, c'est le tournant de l'éducation nouvelle, au tournant du XXe siècle, avec cette idée qu'il faut transformer l'école en contre-société libertaire et qu'on a moins à enseigner à des élèves qu'à éduquer des enfants apprenants. C'est la phrase du pionnier de l'éducation nouvelle en France, le pédagogue Roger Cousinet, qui disait « Il faut que le maître cesse d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre ». Alors évidemment, au sommet du ministère, si on prend les ministres qui ont défilé sous Emmanuel Macron, on voit qu'on s'est un peu éloigné de ce discours en théorie, sauf qu'en pratique, ce pédagogisme il reste absolument dominant à tous les échelons de la machine. Et je le montre dans mon ouvrage à travers de très nombreux exemples. Alors vous insistez sur la multiplication des réformes. Selon vous, lesquelles ont été les plus néfastes pour l'école française au cours des dernières décennies ? Il y a deux réformes clés. Il y a d'abord le collège unique, la loi Abi sous Valéry Giscard d'Estaing, qui montre d'ailleurs que la gauche comme la droite ont été partie prenante de ce travail de sape. Je ne pense pas qu'il y ait un camp qui était particulièrement plus néfaste que l'autre. Donc le collège unique a conduit à toujours plus de massification et à fixer le niveau d'exigence moyen sur ce que pouvaient apprendre les élèves les plus faibles dans des classes toujours plus chargées et hétérogènes, ce qui renforce les difficultés de nos professeurs à faire cours. Et on vit toujours sur cette logique de la massification jusqu'à l'université, puisqu'on a détruit toute sélection à l'entrée à l'université au prix de toujours plus de voies de garage et d'un échec en premier cycle qui est absolument massif en France et qui coûte aux contribuables 532 millions d'euros par an, ce qui est un record dans l'OCDE. Donc ça, je crois que c'est la première réforme plus néfaste, c'est le collège unique. Et moi, je propose dans mon ouvrage de passer à un collège modulaire avec des parcours différenciés dès la classe de 4e, avec une vraie revalorisation de la voie technique. Et l'autre réforme extrêmement délétère, ça a été la loi Jospin de 1989, celle qui, au détriment du savoir, a mis l'élève au centre du système, et qui a créé les IUFM, qui ont donné ensuite les INSPE dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui me frappe, c'est qu'absolument aucun gouvernement depuis 1989, malgré les dégâts avérés de cette politique,
n'a eu le courage de revenir sur la philosophie de loi de 1989, y compris la droite lorsqu'elle était au pouvoir sous Nicolas Sarkozy. Alors, le diagnostic, on l'entend, est sombre, mais vous proposez aussi des pistes de sortie. Alors, quelles mesures vous paraissent les plus urgentes et les plus réalistes à court terme pour redresser la situation, Joachim Le Floch-Imad? Je distinguerai deux niveaux de réponse. D'abord, en matière de politique publique, il faut vraiment un virage à 180 degrés, il faut des politiques de rupture. Ça va être remettre l'accent sur l'enseignement des fondamentaux de la culture générale, au détriment de l'approche par compétences prônée par l'OCDE et de l'idéologie des sciences de l'éducation. Ça va être réécrire les programmes, reprendre en main les manuels, reconstruire la valeur certificative des examens avec un brevet couperet pour l'entrée au lycée et une sélection entrée à l'université. Ça va être une orientation plus précoce via la fin du collège unique que j'évoquais tout à l'heure. Ça va être la remise à plat de l'éducation prioritaire, le retour à l'assimilation, une vraie revalorisation de nos professeurs, tant matérielle que symbolique, une impunité zéro pour les élèves violents et les parents démissionnaires, une reprise en main de la formation des profs aussi, la formation initiale comme continue. Mais toutes ces politiques publiques de rupture, elles ne seront possibles que si le politique cesse d'être un contre-pouvoir et reprend véritablement le pouvoir face à ce que je qualifiais tout à l'heure d'état profond. Donc ça implique que le politique se libère de l'emprise de la technostructure, ce qui passe, je crois, par le démantèlement d'une large partie de la bureaucratie de l'éducation nationale et de tous les comités théodules, puisque je ne pense pas qu'il soit normal qu'on ait 340 000 personnels administratifs et que 20% de la dépense du ministère aille vers des personnels non enseignants. Il faudrait plutôt donner des moyens au terrain. Et il faut par ailleurs, pour que le cap que je viens d'esquisser soit appliqué, qu'il y ait vraiment des rotations ciblées aux postes clés, les directeurs d'administration, le secrétaire général du ministère, l'inspection générale, mais aussi les recteurs, puisque c'est pas normal, par exemple, qu'on ait un recteur, je pense au recteur de l'Académie de Strasbourg, qui a défilé contre l'islamophobie en novembre 2019. L'islamophobie qui est un terme qui correspond à la propagande des frères musulmans. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre le cap fixé par le politique et les hauts fonctionnaires qui le mettent en œuvre. Et enfin, lorsqu'il y a des dérives de la part de fonctionnaires ou de syndicats, alors il faut qu'il y ait des sanctions et qu'on rappelle les agents publics au devoir de loyauté, au devoir de neutralité qui est reconnu par tous les textes officiels. Aujourd'hui, à rebours de ça, on voit qu'il y a une impunité qui sévit, et c'est cette même impunité qui favorise les dérives dont meurt à petit feu l'éducation nationale. Alors, votre ouvrage met en lumière des enjeux décisifs, la transmission des savoirs, l'avenir de la jeunesse et au-delà, celui du pays tout entier. Reste une question fondamentale. Saurons-nous collectivement redonner à l'école française l'ambition et la stabilité qu'elle mérite? Je rappelle le titre de votre ouvrage, Main basse sur l'éducation nationale, et c'est publié aux éditions du CERF. Mille merci à vous, Joachim Le Floch-Imad. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Richard Findiquian.